Chers étudiantes et étudiants, nous sommes maintenant à notre 15e leçon du module de mathématiques 2. Cette leçon porte le titre de extrémum de fonctions de plusieurs variables. Alors, qu'est-ce que l'on va voir dans cette leçon d'extrémum? Bon, rappelons juste, de manière brève, un petit peu ce qu'on avait fait toujours pour une variable. Pour une variable, on avait la notion d'extrémalité, c'est-à-dire quand est-ce que la fonction admet un maximum local, un minimum local, maximum global, minimum global, des extrémums locaux, strictement local, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez tout un langage qu'on avait développé. Au moins, ce qu'on va faire ici, c'est exactement la même chose. Dans le cas de 2 ou 3 variables, nous allons travailler de la même manière. Alors, dans cette leçon-là, nous allons travailler aussi bien en 2 qu'en 3 variables, puisque les définitions sont les mêmes. Les écritures sont presque les mêmes. D'ailleurs, on l'a déjà vu dans une précédente leçon, c'est presque la même chose. Donc, nous allons définir cette notion d'extrémum. On va faire ce qu'on appelle l'étude à l'ordre 1. Oh, l'étude à l'ordre 1, c'est, grosso modo, c'était des développements limités que nous avions déjà vus. Donc, nous allons refaire un petit peu cette étude à l'ordre 1, mais dans un autre esprit. Étude à l'ordre 2, là, c'est très très important pour nous. Théorème de Taylor-Young, vous voyez un petit peu ce monsieur Taylor-Young, il nous suit aussi aussi pour les fonctions de plusieurs variables, pour la plus simple raison que ce sont presque les mêmes écritures. Bon, le changement, on le verra, c'est un peu spécifique au cas de 2 ou 3 variables. Dans les exemples, nous verrons plus des exemples sur 2 variables que plus 3 variables, parce que 3 variables, il y a beaucoup de choses à écrire, et bien sûr, vous voyez, vous pourriez le faire, si vous voulez, bien sûr, quand vous êtes chez vous, mais ici, ça va être un peu plus difficile à faire. Donc, nous allons voir cette étude à l'ordre 2 avec théorème Taylor-Young à l'ordre 2 d'une fonction de classe C2. Ensuite, nous allons passer à la notion d'extrémums locaux, de fonctions numériques, de plusieurs variables, extrémums globaux, et bien sûr, nous allons aussi parler de ce qu'on appelle des fonctions implicites. Alors, rappelez un petit peu fonction implicite ce que c'est. Juste en 2 petits mots pour que soit un petit peu clair ce qu'on va faire. Vous voyez, quand vous dites j'ai y égale sinus x, la relation entre y et x est une relation explicite. Je sais que y s'écrit comme la fonction f de x égale sinus x. Mais quand j'écris x carré plus y carré égale à 1, j'ai une relation qui est bien sûr implicite et donnée par quoi? Par une relation entre les 2 variables x et y. Alors quand vous écrivez x carré plus y carré égale à 1, vous dites, ah, y carré, je peux le sortir, c'est 1 moins x carré, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Mais après, quand vous voulez passer à y, vous allez dire y égale à plus racine ou moins racine. Donc vous voyez, ça pose des petits problèmes dans certains cas. Bien sûr, le cas que j'ai choisi ici n'est pas très très édifiant, mais au moins, j'extrais parfois, à partir d'une relation commune, des fonctions. Mais dans certains cas, la relation que j'ai dit x carré plus y carré égale à 1 est beaucoup plus, ici dans ce cas-là est simple, d'autres cas on aurait des relations beaucoup plus compliquées. Et c'est là qu'on va parler d'un certain théorème qui nous dit je peux avoir implicitement, ça ne signifie pas explicitement, et même je peux avoir un certain nombre d'informations. Alors commençons maintenant par les définitions. Alors vous voyez ici, je vais prendre P égale à 2 ou 3. Donc une fois pour toutes, je prends P égale à 2 ou 3, mais comme vous le voyez ici, j'ai F qui va de U dans R, parce que c'est dans R où j'ai la relation d'ordre. Dans R2, si j'avais ici R2, je n'aurais aucun sens de définir inférieur ou égal. Et bien sûr, ça n'a aucun sens de parler de inférieur ou égal, ou bien sûr supérieur ou égal, strictement inférieur, strictement supérieur, dans le cas R2 ou dans le cas R3. Donc vous voyez, avant de vous dire un petit peu, ici j'ai R, ici j'ai relation d'ordre, ça marche. Dans R2, donc je n'ai pas cette notion d'extrémalité dans R2, dans R3. On pourrait aussi en parler, mais dans le cas où on ajoute un petit peu les normes. Soit un ouvert de RP, c'est-à-dire soit R2, soit R3. F, une fonction ou application qui va de cet ouvert vers R, à valeur numérique. On dira que F admet un maximum local en A, si seulement si. Vous voyez ici, j'écris maintenant de manière un petit peu, je dirais, en écriture. Il existe un voisinage de A, on sait ce que c'est qu'un voisinage. Par exemple, une boule centrée en A,
et d'un rayon un certain R. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, qu'on avait fait un petit peu la partie topologie de R2, topologie de R3, c'est uniquement pour justifier ce genre de langage. Il existe un voisinage de A, tel que quel que soit X dont U inter V, je veux être voisin de A, mais je veux être aussi quand même dans l'ensemble définition. C'est pour ça que j'écris U inter V. Bien sûr, f de X soit inférieur à f de A. Ça signifie que f de X inférieur à f de A, c'est très localement autour de A dans U. De même, minimum local, hein, vous voyez, admet un minimum local en A si et seulement s'il existe un voisinage de A, quel que soit X dans E, f de X maintenant va être supérieur ou égal. C'est-à-dire, dans le cas de maximum, f de A est une valeur maximale, locale. Dans le cas de minimum, ça va être f de A va être une valeur minimale. Donc vous voyez, c'est f de A. Si on le lit dans ce sens-là, f de A inférieur. C'est la plus petite des valeurs, mais localement. Alors, rappelez-vous, uniquement dans le cas des droites des variables, d'une variable réelle, on avait vu cette histoire de localité. Vous voyez cette fonction qui fait ça. Par exemple. Alors, tout cela sont des maximums locaux, vous voyez, parce que c'est au voisin. Tout cela sont des minimums locaux, mais bien sûr, il y en a un qui est vraiment minimal par rapport à tous, ça doit être ça. Puis il y en a un qui est maximal par rapport à tous, bon, ben, ça peut être ça, ça peut être celui-là. Tout dépend un petit peu du dessin, peut-être. Enfin, il faut le savoir, je suis un mauvais dessinateur aussi, donc pas trop grave. Donc, je voulais tout simplement pour... Bon, admet un maximum local strict, toujours f, bien sûr, hein, en A, ben, vous voyez, strictement inférieur. C'est-à-dire f de A est strictement supérieur à f de X dans un voisinage. Alors, dans le cas, cette histoire de local strict, ça exclut un petit peu les fonctions constantes, tout simplement. C'est-à-dire pour avoir... Et de même, admet un minimum local strict, vous voyez, si seulement si, c'est toujours dans un voisinage, quel que soit X dans l'ensemble de définitions inter V, f de X strictement supérieur. C'est-à-dire f de A était vraiment minimal. Alors, on dira maintenant la définition parce que vous trouverez généralement, et dans le théorème qui vont suivre, on ne sait pas exactement si c'est un maximum local ou strict ou c'est un minimum local. On dira plutôt admet un extrémum local. Qu'est-ce que ça signifie extrémum local? Pardon. Si seulement si il est soit minimum local, soit maximum local. Mais ça, on le savait un peu déjà. Le langage ne change pas. On dira maintenant que f admet un extrémum local strict en A, si seulement si c'est un minimum local strict ou c'est un maximum local strict. Donc, ces définitions, en fait, on est en train de réécrire ces définitions comme les définitions qu'on en avait fait exactement pour les fonctions d'une variable. Mais ce qui est très important ici, surtout, c'est que nous avons une fonction de variable à valeur réelle. Hein. Je n'ai pas le droit de parler d'inférieur égal, supérieur égal, inférieur strict, supérieur strict, que dans le cas de variable réelle, de valeur numérique, pardon. Bien sûr, dans R2, R3, donc là, je n'aurai pas cette notion-là, nous n'en avons pas besoin. On pourrait définir d'autres notions, mais ce n'est pas à notre niveau. Étude à l'ordre 1. Bon, l'ordre 1, c'est quoi? Ben, il ne faut pas faire plus qu'une première dérivée. C'est exactement ça. Quand on dira étude à l'ordre 1, ça signifie on ne dépassera pas des dérivées premières à l'ordre 1. Je prends toujours P égale 2 ou 3, UN ouvert de RP, F qui va de U dans R, U étant ouvert de RP, F admet en A un extrémum local, les dérivées premières de F en A existent, alors ces dérivées partielles sont très important. Ça prolonge un petit peu ce qu'on avait fait dans le cas d'une variable. Dans le cas d'une variable, qu'est-ce qu'on avait dit? F dérivable, F admet en A un extrémum local, entraîne que F' de A égale à 0. Vous voyez, c'est très important. Donc, bien sûr, vous voyez, j'écris F', j'ai besoin de dérivabilité, admet un extrémum local. Alors, il faut faire très attention, ce sont deux conditions qui sont suffisantes, donc non pas nécessaires. Il y a des cas où la fonction n'est pas dérivable, je parle toujours d'une variable, il y a des cas où la fonction n'est pas dérivable, mais admet quand même un extrémum local, il y a des cas où la fonction est toujours dérivable et la dérivée égale à 0, mais ce n'est pas un extrémum. Hein. Rappelez-vous un petit peu la fonction qui va de 0, 1,
ici 0,1, vous voyez, elle admet un minimum global, elle admet un maximum global, mais la fonction n'est pas dérivable en 0 et 1. Il n'y a pas de dérivée, donc vous voyez. Aussi, la dérivée dans le cas de x au cube, vous voyez, ça va faire quelque chose comme ça. La dérivée au nul, ça c'est x au cube, la dérivée au nul, sans que la fonction admet un extrémum. Ici, ce n'est ni un minimum ni un extrémum. Donc, faites très attention, ces deux conditions sont des conditions suffisantes. Bon, la même chose ici, f admet en A un extrémum, donc vous voyez, celle-là. Les dérivées partielles existent. Ça remplace un petit peu la condition dérivable. Donc, faites attention ici, le fait de dire, alors, la dérivée ici existe, elle est remplacée par les dérivées partielles. Donc, vous voyez ici, comme j'ai, si P égale à 2, j'ai deux variables, donc vous voyez, c'est f' indice 1. Ici, pour compactifier la notation, au lieu d'écrire xy, j'écris x1, x2. Au lieu d'écrire x, y, z, j'écris x1, x2, x3, pour rendre un petit peu la notation un peu plus harmonieuse, si j'ose dire. Donc, les dérivées partielles sont nulles. Très bien. Donc, définition. Toujours, j'ai un ouvert de l'espace RP, un élément de U. On dit que A est un point critique si seulement si les dérivées partielles premières existent et sont toutes nulles. Donc, cette condition-là, qu'est-ce qu'elle signifie? Si F admet un extrémum local, ça ne peut être qu'en un point critique. Mais un point critique n'est pas nécessairement un extrémum local. Donc, dès le départ, donc dès maintenant, pour trouver des extrémums. Alors, bien sûr, au point où les dérivées partielles, toutes, vous voyez, toutes les dérivées partielles existent. Je dois d'abord chercher les points critiques, c'est-à-dire, je dirais, les candidats pour cette notion d'extrémum local. Une fois que j'ai ces candidats qui sont les points critiques, je vais faire une étude un peu plus approfondie parce que je sais, point critique n'entraîne pas nécessairement extrémum. Mais déjà c'est la moitié du travail, c'est déjà de trouver où est-ce que peut-on éventuellement trouver des extrémums. Mais toujours dans le cas des points qui admettent des dérivées. Toutes les dérivées partielles existent. Bien sûr, si maintenant on a une fonction où il y a des points où la fonction n'admet pas de points critiques, je dois faire comme dans ce cas-là, une étude à part. À l'intérieur, la dérivée, c'est dérivable, mais la dérivée ne s'annule jamais, donc à l'intérieur, il n'y a pas d'extrémum. 0 et 1, la fonction n'est pas dérivable, donc cette histoire ne s'applique pas. Je fais une étude plus, je dirais, à la main. Je vérifie que f de 0 est toujours ici un minimum, que f de 1 est toujours un maximum. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je subdivise les points en deux catégories. La catégorie des points où toutes les dérivées partielles existent, là, je vais chercher parmi les points critiques. Et l'autre catégorie où il faut faire une étude à part. Or, généralement, dans la plupart des cas, la fonction va avoir des régularités donc de classe C1 ou de classe C2, ce qui ne posera pas trop de problèmes. Mais quand même, il faudrait quand même le noter. Maintenant, passons à l'étude d'ordre 2. Donc déjà, à l'ordre 1, qu'est-ce qu'on a? On a les points critiques. Qu'est-ce qu'on a? Si f admet toutes des dérivées partielles à l'ordre, ces dérivées partielles à l'ordre 1 qui existent, alors l'extrémum ne peut être que parmi, alors je dis parmi, c'est-à-dire pas tous, pas nécessairement, parmi les points critiques. Alors maintenant, passons à cette étude d'ordre 2. Ce qui nous intéresse ici, théorème Taylor-Young. On va se limiter à l'ordre 2. Il est évident qu'on pourrait faire aussi Taylor-Young à l'ordre 3, à l'ordre 4. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas très utile pour nous. Nous l'avions déjà fait pour une fonction d'une variable, mais là, c'était utile pour trouver développement limité dont l'ordre est assez grand. Ici, nous cherchons uniquement ce qui se passe relativement à cette notion d'extrémum. Donc, nous verrons que nous aurons besoin uniquement d'ordre 2. Alors, bien sûr, je suppose que la fonction de classe C2. Premier avantage de fonction de classe C2. Je n'aurai pas à faire trop de dérivées partielles. Les dérivées partielles vont être croisées. Donc, vous voyez un petit peu, dans le cas de deux variables, je n'aurai que 3 termes. Dérivées partielles par rapport à x carré, par rapport à xy. Bon, je peux les changer comme je veux, puisque les dérivées croisées vont être égales. C'est le fameux théorème de Schwarz. Et puis, dérivées partielles par rapport à y au carré. Alors, pour p égale à 3, vous rappelez-vous
Dans une leçon précédente, nous avions dit, au lieu d'avoir 9 dérivées partielles d'ordre 2, nous en aurons que 6. Dérivées partielles par rapport à x deux fois, par rapport à y deux fois, par rapport à z deux fois. X, z, zx, on va l'écrire une fois. X, y, yx, donc une fois. Y, z, et bon. Donc vous voyez 6 fois. Donc, vous voyez pourquoi on impose cette notion de classe C2. C'est pour justement se mettre dans de bonnes, je dirais, conditions de travail, hein, parce qu'on n'a pas envie d'écrire les choses de manière un peu compliquée. Alors, je prends toujours UN ouvert de RP, A point de U, F numérique. Alors, rappelez-vous pourquoi on prend une fonction numérique, c'est parce qu'on cherche des extrémas. Donc, inférieur ou égal, supérieur ou égal doit être bien défini. N'écrivez jamais dans R2 ou dans R3, puisque dans ce cas-là, il y a cette notion d'extréma, vous ne la connaissez pas. Donc, vous n'avez pas le droit d'en parler. Alors, on va écrire ce théorème de Taylor-Young. Alors, je vais juste, rappeler un petit peu ce qu'on avait fait dans le cas d'une variable. Dans le cas d'une variable, alors je prends ici A appartient à R, H appartient à R, d'accord? F de A plus H égale à F de A. Rappelez-vous plus F' de A fois H plus 1 sur 2 F seconde de A fois H au carré plus petit o de H au carré. Comment va-t-on remplacer maintenant cette écriture-là dans le cas de 2 variables? Et puis après, on va voir 3 variables. Dans le cas de 2 variables, j'aurai ici A, ça va être dans R2, donc dans U. Alors, j'aurai, et bien sûr H va s'écrire ici, je vais l'écrire H1, H2. Au lieu, comme je l'avais écrit précédemment, HK, c'est pour que l'on puisse aussi écrire H1, H2, H3. J'aurai F de A plus H. Le vecteur va être égal à F de A plus la partie linéaire. Donc H1 df sur dx1 en A plus H2 df sur dx2 en A. Donc si vous voulez, cette partie correspond à la partie linéaire, plus 1 sur 2, là il faudrait faire un peu attention, j'aurai H1 au carré d de f sur dx1 au carré, bien sûr en A, plus 2H1 H2 d de f sur dx1 dx2, enfin, alors je vais continuer sur une autre feuille, plus H2 au carré, d de f sur dx2 au carré, ça va donner la partie d'ordre 2, plus un petit taux de quoi? De H1 au carré, plus H2 au carré. Alors, H1 au carré, H2 au carré, ce n'est que la norme, si vous voulez, de H1, de H au carré. Ici, vous voyez que je confonds maintenant les barres avec les doubles barres. Sachez que ce sont des distances. Donc, généralement, j'écrirais ça sous forme de distance usuelle d'indice 2. Mais j'aurais pu aussi écrire distance selon la norme infinie. C'est pas grave. Donc, vous voyez, donc ça, c'est la partie linéaire et ça, c'est la partie d'ordre 2, tout simplement. Et vous voyez ici que j'ai 2 fois H1, H2, d de f sur dx1, dx2. Si je n'avais pas classe C2, qu'est-ce que j'aurais eu? J'aurais 2 H1, H2, d de f sur dx1, dx2, plus H2, H1, d de f sur dx2, dx1. Dieu merci, j'ai une fonction qui est de classe C2. Donc, je ne me casse pas trop la tête avec cette notion de dérivée croisée. Donc, j'aurai de toute façon H1, H2, H2, H1, c'est la même chose. Donc, vous voyez ici, j'écris sigma de I supérieur ou égal à 1, J inférieur ou égal à P, donc P peut être égal à 2 comme P peut être égal à 3. Rappelez-vous que pour mieux vous exercer, écrivez cette définition-là dans le cas de 3 variables. Donc, vous aurez, la partie linéaire va contenir 3, je sais qu'il y a 3 dérivées partielles, pardon. La partie quadratique, je dirais d'ordre 2, va contenir 6 termes. Très bien. Donc, ça c'est ce qu'on appelle formule Taylor-Young à l'ordre 2. Donc, vous voyez comme on voit l'ordre 2, j'aurai un terme linéaire, vous voyez H fois, j'aurai ici H1, H2, H1, H3, H2, H3, H2 au carré, ainsi de suite, et ainsi de suite.
Maintenant, extrémum locaux de fonctions numériques de plusieurs variables réelles. Cas de plusieurs variables. Théorème. Alors, je prends toujours un mot ouvert. Alors, pourquoi ouvert? Rappelez-vous un petit peu que dans le cas d'une variable, on avait toujours ce désir de faire, soit faire des limites, soit faire de la continuité, soit faire de la dérivabilité. Donc, à chaque fois, ce sont des limites. Donc, quand je prends ça, quand je prends l'intervalle, ce qui causait un problème, c'est les extrémités. Et donc, ce qui est toujours intéressant, c'est de prendre un A qui est, je dirais, à l'intérieur. Pourquoi? Pour que je puisse faire une limite dans ce sens et une limite dans ce sens. Alors, c'est ça le rôle de A est intérieur. C'est pour ça qu'on prend des ouverts. Alors maintenant, dans le cas de R2, je prends un point, c'est que je peux faire des limites dans tous les sens. Alors ça, on en avait déjà parlé. C'est tout simplement pour ça qu'on parle d'ouvert. Et c'est justement pour ça que nous avions fait un petit peu une définition de la topologie de R2 et une définition de la topologie de R3. C'est tout simplement pour qu'on puisse parler en ce terme-là. Mais en fait, la finalité première, c'est ça. Hein. J'ai envie de faire des limites, soit pour la continuité, soit pour les dérivées partielles. Vous voyez, d'ordre 1, d'ordre 2. Ça va être toujours des notions de limites. Donc, il faudrait que je puisse travailler autour de A complètement et non pas ici, vous voyez, dans un sens ou uniquement dans l'autre. Alors, je suppose ici que je suis dans un ouvert et que A est un élément de cet ouvert et la fonction est toujours à variable réelle, à valeur réelle parce que, vous voyez, c'est toujours les extrémas qui nous intéressent. A appartenant à un point critique. Donc, je prends un point critique. C'est quoi un point critique? C'est un point en lequel j'insiste, toutes les dérivées partielles premières existent et sont nulles. Alors, vous voyez, notant que la forme quadratique définie sur RP par, alors cette notion de forme quadratique, je crois, a déjà été vue en algèbre linéaire. Forme quadratique, ça signifie, c'est une partie où il n'y a que des polynômes, je dirais entre parenthèses, des termes uniquement d'ordre 2. Il n'y a pas de terme d'ordre 1. Vous voyez ici, il n'y a que des produits H1, H2, H1, H3, H2, H3, H1 au carré, H2 au carré, H3 au carré. Donc vous voyez qu'il y a des termes qui sont d'ordre 2. C'est pour ça qu'on dit quadratique. Rappelez-vous que nous avions déjà vu un petit peu cette notion de quadratique aussi quand on avait traité un peu des séries de Fourier. C'était l'intégrale de module au carré. Donc vous voyez 2. Le 2 notion de 2, c'est quadratique. Alors, nous avons maintenant cette forme quadratique. Bon, écrivons-la dans le cas de deux variables. Dans le cas de deux variables, c'est quoi? Alors, ça va être H1 au carré D de F sur DX1 au carré, plus 2H1, H2, D de F sur DX1, DX2, plus H2 au carré, D de F sur DX2 au carré. Rappelez-vous, en fin de compte, ça correspond à quoi, ceci? Ça correspond ni plus ni moins que, dans l'écriture du théorème de Taylor-Young, il y avait f de A, il y avait la partie qui correspondait à la partie linéaire où il y avait H1 df sur dx1, H2 df sur dx2, puis il y avait la partie où il y avait 1 demi. C'est exactement celle-là. On a tout simplement enlevé le 1 demi, puisque en fin de compte, 1 demi est un facteur positif, donc il ne change en rien ce qu'on veut. Alors, là, ce sont des définitions. Je vous invite quand même à revenir sur votre cours d'algèbre linéaire pour comprendre, pour rappeler qu'est-ce que c'est qu'une forme quadratique positive non dégénérée. Alors, pour le rappeler, tout simplement, c'est que, quel que soit h, vous voyez, c'est une notion, c'est un nombre réel, ça. Hein, c'est un nombre réel, puisque la fonction est à valeur réelle. Donc, cette quantité doit être un nombre positif ou nul. Ça, c'est dire positif. Dire non dégénéré, si cette quantité est nulle, les HI sont nuls. Bon, c'est ça ce que ça signifie, grosso modo, positive non dégénérée. Donc, revenez un petit peu à votre cours en algèbre linéaire, vous trouverez un petit peu ça. Alors, F admet un minimum local strict. Donc, on va trouver maintenant, je considère la forme quadratique, si Q est négative et non dégénérée.
Dans ce cas-là, un maximum local. Donc, positive non dégénérée, j'avais un minimum local. Vous voyez pourquoi minimum local? Parce que j'aurai des supérieurs. Vous voyez positive, donc supérieur. Donc, vous voyez un petit peu, pour donner un petit peu une idée, si j'appelle ça Q de H, de H1, H2, alors je me contente d'écrire ça uniquement en deux variables. Rappelez-vous que le théorème de Taylor-Young, il nous disait f de A plus H égale à f de A. Hein? A étant un point critique, les dérivées partielles sont nulles, donc le terme d'ordre 1 est nul, plus 1 demi Q de H, plus petit o de H au carré. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On veut faire f de A plus H, bon, f